Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Nous allons prendre aujourd'hui la direction des Philippines, ce pays très majoritairement chrétien depuis la conquête espagnole du XVIe siècle. Mais c'est dans l'île de Jolo, terre d'islam, que nos envoyés spéciaux se sont rendus. Dans cet ancien sultanat, bastion d'Abu Sayyaf, groupe islamiste lié à Al-Qaïda, les enlèvements sont fréquents. On se souvient notamment en 2000 du kidnapping d'un groupe de touristes occidentaux et de journalistes retenus pendant plusieurs mois dans la jungle. Aujourd'hui, avec l'instauration de l'état d'urgence, l'armée philippine, soutenue logistiquement par les États-Unis, tente, par la manière forte, d'en finir avec toute rébellion. Voici donc le reportage tourné clandestinement par nos envoyés spéciaux, Cyril Payen et Guillaume Bonnet, à Jolo, l'une des îles les plus dangereuses du monde. Un cargo de nuit bourré à craquer. Nous sommes dans un port de l'extrême sud des Philippines. Et il faut faire vite, être discret. C'est un départ clandestin vers une zone en état d'urgence, interdite aux étrangers. Nous nous dirigeons vers l'archipel des Sulu. Le cap est mis sur la petite île de Jolo, un sanctuaire pour les islamistes du groupe Abu Sayyaf, des rebelles spécialisés dans les assassinats et les prises d'otages. 10 longues heures de bateau passées cachés dans une cabine. Puis c'est enfin l'arrivée à Jolo City. Avec l'aide de contacts locaux, nous traversons une ville morte. Le couvre-feu a été imposé par l'armée qui a désormais les pleins pouvoirs sur l'île pour combattre les islamistes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Des militaires. Les soldats sont les maîtres du terrain. Ils nous ont repérés. Une unité des Marines philippins se déploie devant la porte de notre cachette. Nous sommes assignés à résidence. Les prises d'otages à répétition embarrassent depuis de longues années le gouvernement de Manille. Nous sommes loin d'être les bienvenus. Vous restez ici. Si l'on montre autant de zèle pour notre sécurité, c'est que l'île est en ébullition. Le groupe Abu Sayyaf a capturé de nouveaux otages. Nous sommes transférés au palais du gouverneur. Il est en charge des négociations avec les ravisseurs. Et il a accepté de nous placer sous sa responsabilité. Seul moyen pour nous d'éviter une expulsion immédiate. Ce jour-là, il doit s'envoler pour Manille afin de rendre compte de la situation à la présidence. Est-ce que l'on peut espérer que vous reveniez avec de bonnes nouvelles pour régler cette crise? Vous savez, je ne veux pas me lancer dans des spéculations. Vous verrez bien quand je rentrerai. On ne le sait pas encore, mais on ne reverra pas le puissant gouverneur de Jolo. Les négociations sont en réalité au point mort. Et pourtant, le temps presse. Les otages sont des membres de la Croix-Rouge et Abu Sayyaf a lancé un ultimatum. Il menace de décapiter l'un d'entre eux. Ils sont retenus dans la jungle par le nouveau chef rebelle, Al-Bader. 3 jours sans pouvoir bouger. Puis nous parvenons enfin à fausser compagnie aux soldats. Une extrême prudence et de rigueur. Nous sommes désormais des proies faciles pour les preneurs d'otages. Nous partons discrètement à la rencontre de l'un des émissaires du groupe islamiste, un homme de l'ombre, craint et respecté dans toute l'île. Al-Bader me l'a dit, si on ne se lance pas dans ce genre d'opération, personne ne nous écoute. Vous savez, nous sommes tous frères. C'est une chose que vous devez vous mettre dans la tête. Si un musulman vous dit qu'il ne soutient pas nos moudjahidines, eh bien c'est un musulman qui ment. Je vous le dis très franchement, tout simplement parce que nous combattons un ennemi commun. Pour lui, Abu Sayyaf mène une guerre de libération et il va plus loin en révélant des liens étroits avec Al-Qaïda. J'ai toujours dit qu'ils viendraient dans l'archipel des Sulu, qu'ils viendraient s'installer ici. Parce qu'ils ont besoin de notre protection. Il n'y a pas de moudjahidines en Malaisie, en Indonésie ou à Singapour. Je veux dire des combattants équipés de fusils. Ils n'ont pas de jungle pour établir leur camp, vous savez. Mais Abu Sayyaf, eux, ils en ont des camps. Pour nous prouver ces affirmations, il propose même de contacter Al-Bader, le chef d'Abu Sayyaf, en personne. Attendez, je vais d'abord lui parler.
Alors qu'il rédige un mystérieux message, une surprise nous attend. Les hommes de notre escorte forcée nous ont retrouvés. Ils encerclent la maison. L'officier veut que nous les suivions, séance tenante. Mais l'émissaire, lui, a prévu de nous emmener à la grande prière du vendredi. Une étrange négociation commence entre le soldat et le kidnappeur potentiel. Nous filmons à leur insu. Entrez, entrez. Bon, je vous propose quelque chose. Vous les escortez jusqu'à la mosquée, mais je ne vous laisse pas rentrer. Vous prendrez position dehors. Finalement, nous partons. Le sympathisant d'Abou Sayyaf, lui-même escorté par les Marines, qui ne se doutent de rien. Direction la grande mosquée de Jolo. Les guerrieros d'Abou Sayyaf s'y retrouvent régulièrement et tout le monde ici a des sympathies pour le groupe islamiste. Aucun étranger n'a jamais été autorisé à pénétrer dans cette mosquée. Nous devons nous lever. Nous devons être des musulmans fiers. Notre foi dans l'islam nous protégera. Après les harangues du chef religieux, c'est notre hôte qui va prendre la parole devant plusieurs centaines d'hommes très attentifs. Mes frères, depuis la nuit des temps, depuis le temps de nos ancêtres, nous avons subi l'oppression. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes réunis pour combattre l'ennemi. Cette mosquée, c'est notre camp retranché, notre bastion. Vous le savez tous, c'est moi qui ai demandé à Al-Badr de ne pas décapiter l'otage. Je l'ai convaincu d'attendre, d'éviter de tuer des civils. Et ça, grâce à Dieu, il m'a écouté. Il n'y a pas eu de décapitation. Mais qu'avons-nous reçu en échange? L'état d'urgence. Et encore plus d'oppression. Maintenant, il n'y aura plus de concessions avec l'ennemi. Oppression, ennemi, des mots d'une rare violence qui visent l'armée, le gouvernement et les chrétiens, largement majoritaires dans tout le reste des Philippines. Car l'état d'urgence sème le trouble ici, d'autant qu'il s'accompagne d'un déploiement massif de l'aide militaire américaine. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils viennent faire ici, les Américains. On dit qu'ils sont là pour nous aider, pour construire des routes, des ponts. Mais tout cela sert peut-être à cacher des choses. Cette fois, plus question de fausser compagnie aux militaires. Les Marines nous emmènent directement dans leur base. Il vient d'y avoir une offensive, et puisque nous sommes là, le général en charge des opérations veut nous montrer des prises faites à l'ennemi. Au centre de commandement, les soldats américains sont bien visibles, bien qu'ils fuient la caméra. Quelques armes, des explosifs et des passeports saisis, l'armée philippine multiplie les opérations contre Abou Sayyaf. On comprend mieux pourquoi les négociations sont au point mort. Une stratégie qui ressemble fortement à celle adoptée par Washington, qui a déployé des centaines de soldats dans le sud des Philippines, au nom de la lutte contre le terrorisme. Le groupe Abou Sayyaf est bien sûr considéré comme un groupe terroriste. Ce mouvement s'est créé dès le début grâce au soutien et à l'assistance d'Al-Qaïda. C'est d'ailleurs le propre beau-frère d'Oussama Ben Laden qui est venu en personne pour les former. Il a même été aidé par le terroriste Ramzi Youssef. Nous savons que ce lien très fort entre Abou Sayyaf et Al-Qaïda est né immédiatement après la guerre des Russes en Afghanistan, juste à la fin des années 80. Une lutte globale contre les réseaux asiatiques d'Al-Qaïda, née sur le front afghan il y a plus de 30 ans. Des forces américaines lancées dans une opération secrète contre les islamistes. Voilà ce qui se joue donc dans cet archipel perdu du sud philippin. Plus de 30 000 soldats déployés, des attentats presque quotidiens dans une zone sans foi ni loi où l'on compte près d'une arme à feu par habitant. Jolo est loin de s'en sortir. Nous prenons la route qui traverse l'île, en direction de la localité d'Indanan, à un jet de pierre du camp d'Abou Sayyaf, a indiqué le général des Marines. Et il nous garde encore un peu
pour nous montrer une opération de communication, expliquer l'état d'urgence aux populations locales. Tous ces hommes sont fortement soupçonnés de soutenir les rebelles, l'armée le sait bien, mais on termine le discours en offrant à tout le monde du Coca-Cola, tout un symbole. C'est dans cette jungle épaisse que se cacherait le groupe Abou Sayyaf, des rebelles insaisissables qui se financent grâce au kidnapping. Des panneaux appellent les habitants à fournir des informations aux autorités, mais rien ne filtre vraiment. Il faut dire que 2 informateurs ont été décapités, ici même, la semaine d'avant. Vous savez, ici, la coutume est très importante pour les gens. Il y a les liens du sang, les liens de village. Que cela soit bien ou mal, ils se soutiendront toujours les uns les autres. C'est cette tendance que nous voulons inverser. C'est pour cela que nous allons à leur rencontre pour leur parler. La nuit tombée, la chape de plomb s'abat de nouveau sur Jolo City. Couvre-feu, plus personne dans les rues. Les soldats se préparent pour les patrouilles. Il n'y a plus que des convois de blindés en ville. Vous avez déjà connu le combat? Pas encore. C'est la première fois qui est difficile. Ensuite, tout vient naturellement. L'ordre est donné de stopper net. Nous sommes à 50 mètres de la grande mosquée, l'une des zones les plus dangereuses la nuit. La rue a été bloquée pour empêcher le passage, un endroit idéal pour une embuscade. Cette fois, c'est une fausse alerte. Une nouvelle journée à Jolo, pour une messe de Pâques sous haute sécurité. Dans cette cathédrale, un évêque a été abattu en plein jour, il y a 8 ans. Les chrétiens, ultra minoritaires ici dans cet ancien sultanat, sont considérés comme des colons. C'est vrai que cela peut paraître étrange, toute cette sécurité. Mais ici, il y a des attaques et des attentats contre les chrétiens. Moi, je prends le risque, mais j'ai des amis qui ne viennent pas. Ils ont trop peur. D'autres chrétiens de Jolo, eux, ne prennent plus aucun risque. Ils ont établi leur église dans un camp militaire. Je dirais que les chrétiens d'ici ont un plus haut degré de foi que les chrétiens des autres régions des Philippines. Car là-bas, ils ne sont pas menacés à cause de leur foi. Ils n'ont pas à avoir peur alors qu'ici c'est permanent. Mais même ici, Abou Sayyaf et les otages occupent tous les esprits. On raconte que même la femme du chef d'Abou Sayyaf a été kidnappée. Le conflit qui ensanglante cette région dure depuis plus de 30 ans. Chrétiens ou musulmans, civils ou militaires, personne ici ne peut plus vraiment se permettre de songer au lendemain. La violence et la mort rôdent partout à Jolo. Et certains disent même que Dieu a abandonné cet archipel. Et Cyril Payen est en duplex de Bangkok après avoir tourné ce reportage à Jolo, aux Philippines. Racontez-nous, Cyril, ce qu'ont été les conditions de tournage. Écoutez, c'est devenu extrêmement difficile de travailler dans cette région du monde. On le voit dans le film, on a dû passer clandestinement en utilisant un ferry de nuit, en se glissant à travers la population. Et c'est vrai qu'on est pris en tenaille en permanence entre le zèle des forces de sécurité. On joue au chat et à la souris avec eux parce qu'ils essayaient de nous escorter, de nous précipiter dans notre expulsion. Et dès qu'on a pu leur échapper, on était pris en tenaille aussi avec le risque de kidnapping ou d'assassinat, car il est vrai qu'il a été très vite
vite su en ville qu'il y avait des étrangers, des journalistes étrangers. Il fallait qu'on travaille, donc on avait des contacts locaux. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de faire confiance à quiconque. Et on sait que Abou Sayyaf avait d'ores et déjà assez rapidement mis notre tête à prix. Il cherche de nouveaux otages. Donc c'est vrai que c'est une région du monde qui est devenue extrêmement difficile pour travailler. D'ailleurs, nous avons fini par être expulsés au bout de 5 jours. Alors, l'armée philippine a le soutien américain. Comment est-il possible que Abou Sayyaf soit toujours efficace dans cette région du monde ? Écoutez, simplement, on ne parle que de quelques centaines à peine de combattants islamistes, de bandits de grand chemin, qui sont certainement les enfants de pirates. C'est vrai qu'on comprend mal comment un tel déploiement de force n'arrive pas à venir à bout de ces combattants, mais ils jouissent certainement de beaucoup de complicité locale au niveau des villages, des gouvernements locaux, de la police. Donc c'est vrai que tout ce déploiement de force ne permet pas de les éradiquer. Pour autant, en tout cas, Washington ne s'y est pas trompé, car ils ont vraiment établi ici un second front antiterroriste depuis le 11 septembre. On sait que des stratégies terroristes menées par Al-Qaïda ont été élaborées et fomentées dans cette partie du monde. Donc c'est vrai que c'est réellement dans le collimateur des forces spéciales américaines qui ont déployé plusieurs centaines de Marines, je le rappelle. En tout cas, l'état d'urgence est fait pour mener à bien cette opération et peut-être en finir enfin avec ce groupe Abou Sayyaf qui, je le rappelle, détient toujours un otage de la Croix-Rouge. Merci beaucoup Cyril Payen pour cet éclairage et ce reportage donc tourné à Jolo aux Philippines. C'est la fin de ce magazine que vous pouvez revisionner aussi sur notre site france24.com et que vous pouvez également télécharger sur iTunes notamment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.